qui réprouve cette idée qu'on puisse juger un bourreau, quelle que soit la gravité de ses crimes, des années après. Et il y aura toujours ce clan comme ça, des cyniques, des conservateurs, qui en général cherchent aussi à se protéger eux-mêmes d'un risque qui peut-être surviendra le jour où ils quitteront le pouvoir. Alors, il faut rester vigilant, il ne faut pas s'aveugler, il peut encore y avoir des difficultés. Mais globalement, la dynamique est en marche. Il y a un traité qui a été passé avec l'Union africaine, des juristes de grande qualité ont rédigé le statut de cette chambre, et donc les choses vont se mettre en place, mais comme dans tout processus judiciaire complexe, avec des enjeux importants, on peut s'attendre à des batailles d'arrière-garde, à des difficultés. Mais nous sommes prêts. Pour la tenue de ce procès, on a toujours épilogué sur le montant à mettre sur la table. Est-ce qu'aujourd'hui, vous nourrissez des appréhensions jusqu'à l'ouverture de ce procès? Pour dire on doit rendre justice à des victimes, des dizaines, des centaines de milliers. Évidemment que c'est un procès sophistiqué, évidemment que ça coûte de l'argent, mais c'est la responsabilité de l'État du Sénégal, d'un certain nombre d'États parties prenantes de ce processus, de faire ce qu'il faut pour que ce procès se tienne. La justice, dès qu'elle doit affronter des défis importants, eh bien ça coûte de l'argent. C'est comme ça. C'est quand même incroyable que ce soit les mandataires des bourreaux qui nous demandent de faire des leçons d'économie, eux qui en général ont doublé les crimes de sang de crimes en col blanc, et qui ont laissé leur pays à genoux tellement ils en ont pillé les ressources publiques. C'est quand même un peu fort de café, vous ne trouvez pas? On a entendu également les avocats de Hissène Habré dire que ce procès ne doit pas se tenir dans la mesure où on a assisté à l'autorité de la chose jugée. Quelle est votre réaction par rapport à cet argumentaire des avocats de Hissène Habré? Écoutez, tout ça c'est des arguments de bonimenteurs. Vous savez, quand on commet des crimes très graves, c'est assez rare qu'on demande pardon à ses victimes. D'ailleurs, je n'ai pas d'exemple, moi, des grands bourreaux, de qui que ce soit qui, à un moment donné, se soit incliné avec courage, avec dignité, et se soit adressé aux victimes, et au-delà à l'humanité tout entière, et dit « je regrette, je demande pardon ». En général, la logique de défense de ce club très fermé, auquel va sans doute appartenir Hissène Habré parce qu'il est présumé innocent, eh bien, la logique de ce club très fermé, c'est toujours, inlassablement, obstinément, d'essayer de disqualifier les victimes, les mandataires des victimes, le tribunal, les juges, l'action judiciaire. C'est toujours trop tard, c'est jamais au bon endroit. Bon, et puis dernier argument en désespoir de cause, c'est dire j'ai déjà été jugé. Écoutez, ça c'est une farce. Je ne sais pas comment les avocats d'Hissène Habré osent soutenir une telle farce. Il y a une décision qui a été rendue sur la compétence. Je ne comprends pas que des juristes aussi qualifiés fassent une confusion entre une décision sur la compétence et une décision sur le fond. S'agissant des faits qui sont soumis à l'examen ici des juges à Dakar, aucune décision sur le fond n'a jamais été rendue et les avocats d'Hissène Habré le savent mieux que quiconque. Concrètement, est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur la plainte qui a été déposée? La plainte porte sur quoi? Moi, j'ai pas entendu beaucoup d'amalgames, j'ai plutôt entendu des choses très précises et très claires. Vous savez, les crimes d'Hissène Habré font partie des crimes qui ont été les mieux et les plus inventoriés. Pourquoi? Parce que cet homme a laissé derrière lui des archives qui ont pu être exploitées, authentifiées, validées par les juges tchadiens, mais aussi par les juges belges, les juges européens. Et l'exploitation de ces archives corrélée aux témoignages, aux dépositions des victimes, voilà, enseigne quoi? Que cet homme, il a martyrisé son peuple, voilà, comme d'autres l'ont fait. 40 000 morts, un nombre de disparus qu'on ne pourra jamais quantifier, des dizaines ou sans doute plus de milliers de personnes torturées, avec des outils d'une barbarie infinie. Il a commis ce qu'on appelle des crimes internationaux, c'est-à-dire des crimes de sang, de façon délibérée, orchestrée, organisée. Il a mis les services spécialisés, secrets, clandestins de l'État au service de cette politique qui réprouve l'humanité en martyrisant tout un peuple. Donc moi je ne vois aucun amalgame, je vois plutôt un dossier qui est très ficelé, très, très solide, et je comprends l'agitation des avocats d'Hissène Habré à l'aune du début de la procédure. Voilà, il voit bien qu'il y a une dynamique aujourd'hui qui est irréversible. La plainte porte sur quoi? Elle porte sur ces crimes. Sur les crimes? Les crimes de sang. On parlera peut-être dans quelques instants des crimes
qu'on qualifie de crimes en col blanc, des crimes de sang, et qui sont qualifiés dans ce qui va être l'acte de poursuite, qui sont qualifiés de crimes contre l'humanité, crimes de torture. Vous savez, depuis des décennies, et souvenez-vous, le Sénégal qui s'est honoré en ratifiant premier le statut de la Cour pénale internationale, vous savez, ces crimes aujourd'hui sont considérés comme des crimes évidemment imprescriptibles. Et parce que ce sont des crimes qui ont offensé toute l'humanité, c'est la responsabilité de l'humanité que la justice passe. Et à chaque fois, partout, à Dakar, comme au Sierra Leone, comme au Cambodge, comme à Santiago du Chili, j'étais l'avocat des familles franco-chiliennes, je sais de quoi je parle, eh bien les bourreaux ont systématiquement déversé sur les victimes, après les avoir souillées, après les avoir martyrisées, ont déversé à nouveau les mêmes crachats pour essayer de les disqualifier, de les décrédibiliser. Vous savez, quand on est lâche, quand on torture, on reste lâche. On est lâche également au moment où on comparaît devant ses juges. Pourquoi voulez-vous qu'on change? Au sein de l'opinion, de plus en plus, on parle de possibilités de blanchiment d'argent dans ce procès. Est-ce qu'on peut arriver, avec la tenue de ce procès, jusqu'à une autre plainte sur blanchiment d'argent? Il y a une disposition dans le statut qui ne vous a pas échappé et qui dit que les produits des crimes commis pour, au cas échéant, être affectés à la réparation des préjudices. Il y a d'ailleurs une disposition à peu près équivalente dans le statut de la Cour pénale internationale, c'est cette idée qu'il est assez cohérent que celui qui commet des crimes, si en même temps il s'enrichit, eh bien que les produits de cet enrichissement servent à indemniser les victimes. Donc on est en train de réfléchir, il y a peut-être des initiatives qui vont être prises. On sait que Hissène Habré, enfin on comprend qu'Hissène Habré a accumulé de façon sans doute assez clandestine un certain patrimoine ici, à Dakar où on se trouve. Est-ce que tout ceci pourrait être affecté à la réparation des préjudices considérables subis par les victimes? C'est une question qui est à l'agenda. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que les victimes de Hissène Habré sont à la solde de lobby? Relisez les déclarations de Milosevic, relisez les déclarations de Pinochet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Relisez les déclarations des généraux argentins, 30 000 morts. Ils n'ont cessé, je le répète, et je le répéterai inlassablement, après avoir souillé les victimes, de leur cracher dessus. À la solde de qui on est? Qui donne des précisions, qui apportent des preuves. De quoi on parle? Ces victimes qui, parfois, au risque, au péril de leur vie, dans des conditions extrêmement difficiles, depuis maintenant plus de 10 ans, inlassablement, donnent une partie de leur énergie, leur âme, leur dignité pour que ce procès se fasse. Pourquoi voulez-vous qu'elles soient à la solde d'autre chose que de leur conscience? Oui, elles sont à la solde de quelque chose, leur conscience, leur humanité. Moi aussi. Alors, monsieur l'avocat, est-ce qu'objectivement on peut juger aujourd'hui Hissène Habré sans citer le président tchadien Idriss Déby qui a été considéré comme l'homme de main de Hissène Habré? Ce qui a fondé la compétence ici des juridictions, c'est le passage d'Hissène Habré. Ici, le fait qu'il soit installé ici. Idriss Déby ne s'est pas installé ici, c'est Hissène Habré qui s'est installé ici. Donc ça a été le démarrage de la plainte que j'avais déposée, puisque moi je suis les victimes depuis 2000. Et il y a des décisions qui ont été prises et qui considèrent que l'homme qui doit être jugé, peut-être ses complices, eh bien, c'est Hissène Habré. Si les juges d'instruction, dans le cadre de leur enquête à venir, déterminent d'autres complicités, j'en sais rien, moi je ne vais pas me substituer aux juges d'instruction et estime qu'il faut demander des comptes à tel ou tel, on verra bien. Mais moi je ne vais pas me substituer aux juges qui ont la lourde mission de déterminer les différentes responsabilités pénales. Et puis une dernière observation. On ne peut pas attendre, pour juger quelqu'un des crimes les plus graves, de faire la lumière sur tout le reste. Sinon on ne fait rien. Est-ce que le procès d'Hissène Habré purifie Idriss Déby des critiques qui sont faites s'agissant d'un certain nombre de violations des droits de l'homme? La réponse est évidemment non. La réponse est évidemment non. Et personne ne va croire un seul instant qu'Idriss Déby va se trouver immaculé, vierge de toute critique, parce que ce procès se tient. Personne. Dans votre intime conviction, est-ce que vous ne pensez pas, avec tout ce qui a été dit,
comment le procès Hissène Habré a été présenté, que Hissène Habré est déjà jugé et condamné? Écoutez, en tous les cas, si Hissène Habré s'estime déjà condamné par l'histoire, c'est qu'il doit y avoir des charges assez lourdes. S'il estime que déjà l'histoire l'a condamné, c'est que c'est bien la reconnaissance qu'il y a eu quand même une accumulation incroyable de preuves contre lui. L'histoire juge les gens, bien sûr, et les juge éternellement. Mais le jugement de l'histoire ne suffit pas aux victimes. Alors parfois, non que ça à se mettre sous la dent, il y a des exemples. Les victimes, elles ont besoin d'un procès. Pour elles-mêmes, et je répète, pour l'humanité, pour l'Afrique. Et ce procès est un procès qui va se tenir, j'anticipe peut-être sur de vos questions, dans les conditions les plus équitables qui soient, dans le respect des normes internationales les plus exemplaires qui soient. Parce qu'il ne peut pas en être autrement. Il faut que ce procès soit, et il le sera, parfaitement respectueux du principe du contradictoire, des droits de la défense. Mais vous savez, de la part d'un homme qui a foulé aux pieds tous les principes de l'humanité, d'entendre par l'intermédiaire de ses mandataires qu'il fait maintenant des leçons de morale et d'éthique, admettez avec moi que ça ne peut soulever qu'une chose, des houles de rire. Alors, on vous connaît comme un homme très engagé. Alors, votre engagement dans ce procès de Hissène Habré, est-ce que c'est un engagement qui entre à droite ligne pour votre combat contre l'impunité? Oui, sans doute. Vous savez, le métier d'avocat, c'est un métier où on doit respecter un mandat. Moi, quand j'ai déposé plainte en 2000, on n'était pas très nombreux à l'époque, il y avait d'autres avocats qui étaient avec moi, avec Reed Brody, personne n'avait misé un copec sur cette procédure. On est maintenant 12 ans après. Les victimes sont toujours là, vieillies, comme moi, pas trop j'espère. Donc moi j'ai un serment de fidélité vis-à-vis des victimes. L'impact d'un tel procès pour les dirigeants africains, pour vous c'est quoi? Il faut leur demander. Il faut demander à ceux qui ont essayé de convaincre Ouad de freiner des cas de fer quand il était au pouvoir ici, après avoir multiplié les promesses. Il faut leur demander. Oui, il y a sans doute dans le monde, pas simplement en Afrique, des dirigeants qui se maintiennent au pouvoir parce qu'ils savent que le jour où ils quitteront le pouvoir de gré ou de force, ils auront des comptes à rendre à leur population et à l'humanité. Vous savez, il y a un mouvement qui est en route. Regardez le printemps arabe, même si aujourd'hui l'Égypte et la Tunisie et d'autres connaissent des moments difficiles et compliqués. Il y a une fièvre démocratique dans le monde. Il y a une ferveur pour les droits de l'homme. Il y a une volonté des populations, quel que soit leur rang social, de dire la grande corruption ça suffit, la grande prédation ça suffit, la privatisation de l'État ça suffit, parce que la prédation elle s'accompagne souvent des crimes de sang, et les crimes de sang permettent aussi l'appropriation des ressources de l'État. Donc, encore une fois, je ne suis pas angélique et je ne veux pas verser dans un idéalisme qui serait de mauvaise aloi. Mais il y aura peut-être demain un printemps africain. Il y a un président de la République ici qui a été élu démocratiquement dans des conditions exemplaires. Et il faut souhaiter que oui, il y a un souffle qui va traverser aussi l'Afrique. Il y a déjà des balbutiements et qui va remiser dans l'histoire funeste où ils sont, un certain nombre de chefs d'État qui ont déshonoré leur pays et l'humanité. Oui, il faut le souhaiter tous. Vous dirigez également l'association Sherpa, très connue dans la traque des biens mal acquis. Aujourd'hui, vous êtes même considéré comme la terreur de beaucoup de présidents de la République. Quel est le sens de ce combat? Alors d'abord, j'ai aucune envie de terroriser personne. L'objet de Sherpa, c'est pas spécialement, exclusivement de s'occuper des biens mal acquis, mais également des grands crimes environnementaux, des questions sanitaires. Je veux ici faire référence à l'accord que nous avons passé avec Total au bénéfice de ces populations birmanes qui estimaient avoir été victimes de travail forcé dans les années 90 en Birmanie, les accords avec Areva, même si je les ai dénoncés récemment. La singularité de cette procédure dite des biens mal acquis, c'est qu'elle vise des chefs d'État et leurs clans qui sont au pouvoir. C'est ça la grande nouveauté. Ce qui fait d'ailleurs que les juges français ou d'autres n'auront jamais la coopération du Gabon ou du Congo-Brazzaville ou de la Guinée équatoriale, puisque les suspects se trouvent au cœur de l'appareil d'État. Vous ne pouvez pas savoir, cher monsieur, la densité, le nombre de témoignages que nous avons reçus, les équipes de Sherpa, mon cabinet,
anonymement ou pas, de personnes qui nous ont dit de ces pays-là, vous commencez à effriter le mur de l'impunité dans lequel se trouvent ceux qui nous appauvrissent chaque jour. Il faut se souvenir de ces 3 pays où les chefs d'État se partagent une rente pétrolière, où il y a de l'argent, il y a des richesses. Mais malheureusement, entre la moitié, sinon parfois les 2 tiers, de la population vit avec entre 1 et 1,5 $ par jour, où le luxe le plus insultant, le plus caricatural côtoie la pauvreté la plus absolue, où les services publics sont parfois en déshérence. Et donc les gens n'en peuvent plus. Alors, je ne suis pas le seul à le dire. Il y a toutes les institutions internationales qui le disent. Il y a les institutions régionales qui le disent. Il y a des gens qui n'osent pas le dire, mais qui, dans un certain nombre d'institutions publiques, se réjouissent de la procédure des biens mal acquis. Parce que, comme je le disais il y a quelques secondes, ça participe d'un grand mouvement d'universalisation, d'intolérance à toutes les formes de prévarication et de corruption. Et je rends hommage ici à mes amis gabonais, congolais, de Guinée équatoriale, anonymes ou pas, qui parfois au péril de leur vie se battent quotidiennement pour l'intégrité de l'État, pour le bien public et pour l'intérêt général. Il ne faut pas les oublier, c'est à eux que je veux rendre hommage ce soir. Vous faites partie des avocats commis par l'État du Sénégal en France. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la pointe du Sénégal en France? C'est un honneur pour moi, avec mes confrères et amis sénégalais, d'avoir déposé cette plainte entre les mains du parquet de Paris il y a quelques mois. Une enquête préliminaire est en cours, relative à des biens immobiliers qui pourraient être la propriété de Karim Wade et d'autres. On verra. L'enquête est secrète, je ne peux pas en dire grand-chose. La seule chose que je peux dire, c'est que je n'ai pas de doute sur la détermination des juges français, des policiers français, d'exécuter leur mission. Il y a eu le discours de M. François Hollande, le président de la République, dont vous vous souvenez, lorsqu'il est passé en Afrique et qui a dit qu'il n'y aurait aucun obstacle à la procédure sur les biens mal acquis. Il y a une direction qui a été donnée. Il y a un cap nouveau qui a été donné. Voilà, maintenant, ce qui va être découvert en France a vocation à quoi? Être restitué au Sénégal, pour financer des hôpitaux, pour financer des universités, des services publics. C'est ça l'objet des procédures. Je ne suis pas obsédé, moi, du châtiment de tel ou tel, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est d'organiser la restitution, dans l'intérêt général des pays concernés. Enfin, ceci étant, il faut se faire aucune illusion. En France, ce qui va être identifié est sans doute une face immergée de l'iceberg assez minuscule des avoirs qui se sont évaporés par tel ou tel ancien dignitaire du régime sénégalais. Vous faites l'objet d'une plainte de Karim Wade qui vous a considéré comme quelqu'un qui l'a diffamé en citant ses biens en France. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette plainte? Où en êtes-vous? Écoutez, j'en sais rien. Mes avocats et amis suivent ça ici. Je crois que M. Karim Wade a confirmé sa plainte. Écoutez, je vais vous faire une confidence, ça me laisse d'une sérénité absolue. Si M. Karim Wade veut absolument que je m'explique devant des juges sur ce que j'ai dit, je suis dans une tranquillité totale. Vous savez, grande caractéristique, et ça rejoint ce qu'on se disait au début de cette interview. La famille Obiang a déposé plainte contre moi. J'ai été mis en examen pour diffamation. Une autre plainte est annoncée. Un mandat d'arrêt a été délivré au terme d'une procédure fabriquée contre Daniel Lebègue, président de Transparency International France, homme éminemment respectable et respecté. Tout ceci est un formidable aveu d'impuissance. Les mêmes bourreaux qui offensent l'humanité, qui offensent leur peuple, et qui pillent les ressources publiques de leur pays, insultent les victimes, veulent disqualifier les juges, menacent, intimident, se présentent comme des héros pour leur pays et parfois multiplient les procédures en diffamation. Donc moi j'y vois plutôt un encouragement à continuer et un hommage au travail que j'essaye de faire. Est-ce que concrètement vous pouvez nous dire si vous avez des indices probants sur des biens de Karim Wade en France? Écoutez, vous vous rendez compte de ma responsabilité si on avait déposé plainte sans indice? Vous ne parlez pas à un fleuriste là.
parler à un avocat. Donc moi j'ai pas l'habitude de déposer des plaintes s'il n'y a pas un minimum d'indices. Oui, il y avait des indices. Et la responsabilité ne m'appartient plus. Elle est entre les mains des enquêteurs, peut-être demain d'un juge d'instruction. Il y a des fils rouges qui vont être tirés. Jusqu'où tout ça va mener, ne me demandez pas en plus d'être prophète. Je fais confiance dans la justice française pour mener à bien ses missions. Aujourd'hui, l'État du Sénégal a lancé cette plainte et dans ce combat, on la traque des biens mal acquis, mais ce n'est pas un procès simple. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui et nous expliquer en quoi la procédure est très compliquée? Alors, c'est pas une procédure simple, pas de ma faute, pas de votre faute. Hein, c'est une procédure compliquée parce que, avec les années, ceux qui ont détourné l'argent de leur pays ont essayé qu'on les prenne pas la main dans le sac. Donc ils ont multiplié les stratagèmes qu'offre la mondialisation financière, les États non coopératifs, les centres offshore, pour essayer de pacifier les avoirs détournés par différents circuits en entrant dans la société. Alors évidemment, ça complique la tâche des juges. Enfin, fort heureusement, il y a des nouveaux outils internationaux. Fort heureusement, la coopération entre les États fonctionne de mieux en mieux. Fort heureusement, les paradis fiscaux commencent à être mis à l'index. Donc le vent de l'histoire ne va pas véritablement dans leur direction. Mais si vous voulez que je vous dise que tout ça va prendre 2 secondes et demie, non, ça ne va pas prendre 2 secondes et demie. Mais ça peut aller plus vite qu'on ne le pense. Et en tous les cas, je ferai tout pour que ça aille aussi vite que ceux qui m'ont mandaté pour le faire légitimement sont en droit de l'attendre. Alors, avec cette traque des biens mal acquis, certains présidents sont dans le viseur de votre association, mais également sur le plan international. Alors qu'on connaît la force des lobbies France-Afrique, est-ce que vous ne pouvez pas être arrêté parce que ces lobbies considèrent que ça a un peu détruit les relations entre la France et ces pays? Arrêtez de me parler des lobbies. Le vent de l'histoire n'est pas en leur faveur. Oui, il y a sans doute des gens qui vont essayer de s'agiter ici ou là, mais ils ne sont pas loin de la retraite, de gré ou de force. Hein, il faut plus parler de ces gens-là. Ils ne représentent plus qu'eux-mêmes et que la nostalgie qu'ils ont d'un âge d'or aujourd'hui qui est maintenant bon à mettre à la poubelle et dans la poussière. Aujourd'hui, le Sénégal a connu un nouveau président de la République à travers des élections transparentes. En Afrique, on a connu le printemps arabe. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une ère nouvelle qui s'ouvre en Afrique avec un afro-optimisme? C'est compliqué l'accès à la démocratie. On n'a pas vraiment de leçons à donner. Ça a été aussi un très long périple en Europe, en France, en Angleterre. Maintenant, il y a des valeurs universelles qui n'attendent pas, qui ne doivent pas attendre pour être respectées et qui ne s'identifient pas forcément avec les processus démocratiques les plus sophistiqués. Je répète que même s'il y a encore bien des choses à faire, bien des raisons d'être inquiet, je ne fais pas partie des gens particulièrement optimistes, moi. C'est au contraire le fait d'être sceptique qui me rend actif et opiniâtre. Mais vous le sentez bien comme moi, d'ailleurs votre question le suggère. Il y a aujourd'hui une dynamique qui est en route. L'Afrique ne sera pas comme les agents de la France-Afrique voulaient qu'elle soit le wagon, le dernier wagon de la mondialisation. Vous observez que tous ces agents de la France-Afrique ont essayé d'introduire une espèce de culture qui s'appelle l'afro-pessimisme. Sous-entendu, on ne peut pas compter sur les Africains. Ils sont voués au génocide, ils sont voués au régime tyrannique. Il y a eu dans le discours de ces hommes quelque chose de prodigieusement insultant pour les populations africaines. C'est ça que je veux dire. Et aujourd'hui, il y a une société civile courageuse qui se révèle au Sénégal et ailleurs, et qui, je répète parfois au péril de leur vie, veut que les grands standards internationaux d'intégrité, de probité d'État, de respect des droits de l'homme soient au centre de gravité de la politique publique. Il y aura beaucoup de déceptions, ça va prendre du temps. Mais, je le répète, il y a un mouvement irréversible. En tous les cas, il faut le souhaiter. Alors, votre dernière réaction sera sur le Mali. Comment vous avez vu un peu l'intervention française au Mali et puis la crise aujourd'hui qui secoue la République du Mali? Je fais partie de ceux qui considèrent qu'évidemment, il fallait intervenir. Vous savez, c'est qui est le pire ennemi de l'islamisme et des terrorismes? C'est les musulmans eux-mêmes. C'est les populations musulmanes d'Afrique, c'est elles qui ont applaudi avec drapeau français les armées qui sont venues les sortir d'une espèce de loi barbare. C'est dans la capacité des populations africaines, musulmanes et autres, de sortir de ce qui parfois est stigmatisé à tort et de façon cynique comme une espèce de fatalité.
de l'oppression, de l'incapacité à prendre son destin en main, eh bien, même si la situation au Mali est compliquée, même si il faut rester extrêmement vigilant, même s'il faut reconstruire ce pays, même s'il faut faire la paix aussi avec les communautés Touareg, c'est pas parce qu'on envoie des milliers de soldats que tout est réglé d'un coup de baguette magique, c'est parce que disent les responsables français et personne ne le pense. Mais quand la barbarie est aux portes d'un pays et menace d'en faire une espèce de territoire voué au terrorisme international, oui, je pense que c'était la responsabilité de la France d'agir. Maître William Bourdon, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes au Sénégal dans le cadre du procès de Hissène Habré, occasion saisie par votre émission La Grande Interview pour s'entretenir avec vous. C'était notre invité et nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de votre émission La Grande Interview.